Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 23 octobre 2022, nous sommes presque à la fin du mois d'octobre et ce vendredi c'était le troisième vendredi du mois d'octobre. Alors pourquoi j'insiste sur le troisième vendredi? Puisque vous savez, si nous suivez depuis maintenant pas mal de temps, que avec les options, le troisième vendredi de chaque mois, ce sont les dates d'expiration des options mensuelles. Voilà, donc je vous montrerai après juste pourquoi cela a son importance. Avant de commencer, je voulais remercier les 14 participants de la formation option qui s'est déroulée sur Paris du 8 au 11 octobre dernier. Un super groupe, donc 14 personnes nous ont rejoints à Paris pour faire cette formation option. Super état d'esprit, super ambiance. Des niveaux un peu différents au niveau du trading, donc des débutants en option et puis des gens qui avaient déjà un petit peu d'expérience. Donc on a pu vraiment partager pendant ces 4 jours. Un grand merci à José et à Philippe qui ont fait un super boulot de préparation puisque bon, vous savez que moi avec le magasin j'ai été pas mal occupé sur cet été et José et Philippe ont vraiment préparé un séminaire vraiment de folie avec beaucoup d'informations. On a fait un tas de trucs, on a appris bien sûr les options, on a également passé des ordres en direct. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce que nous avons fait. Nous avons notamment passé un put sur Bank of America qui s'est plutôt super bien passé puisque en seulement 7 jours, nous avons fait une rentabilité de 85%. Donc ce trade avait été pris pendant la formation. Des membres ont pris des trades sur leur compte perso puisque nous avons étudié différents trades possibles. Et puis pendant cette formation où il y avait une zone de pratique pendant 2 jours, nous avons pu prendre des positions en direct. Et bien celle-ci s'est très bien passée puisque plus 85% en 7 jours, c'est plutôt une très belle performance. Alors, au niveau du marché, vendredi, ça s'est vraiment très bien terminé puisque le marché a fait un super rebond. On a fait entre 2,34% pour le QQQ, 2,37% pour le S&P 500 et quasiment 2,5% pour le Dow Jones. Alors, ceci a amené des choses assez sympathiques puisqu'on a eu un fort rebond. Cela nous a permis de clôturer le mois d'octobre plutôt en bonne position puisque si je reprends la page Facebook, puisque je mets quand même pas mal de choses sur le groupe de la page Facebook, je remonte ici et donc vendredi, j'ai mis que c'était jour de paye pour les options puisque nous avons fait un gain de 1029,29 $. Le cumul depuis le 1er janvier est de 12 798,87 $. Soit une progression d'à peu près 12,5%, ce qui est plutôt pas mal sur un marché qui fait aujourd'hui moins 22% depuis les plus hauts du mois de janvier. Comme je le mets, rien de magique, juste des stratégies simples et efficaces. On ne prend pas des grosses primes, puisque si je reprends ici, voilà, vous voyez qu'on ne prend pas des grosses primes, mais par contre on en prend beaucoup et à la fin du mois, ça fait des performances de 1000, 1500, peut-être un petit peu moins, mais voilà, des performances qui tournent autour à peu près des 1000 $ avec un portefeuille qui aujourd'hui, si je vous montre la photo juste après, voilà, puisque nous n'avons rien à cacher sur la bourse en stress, nous sommes partis avec un portefeuille qui faisait un peu moins de 55 000 $ en début janvier, et aujourd'hui le portefeuille fait 61 863. Alors je viens juste de regarder sur mon compte, on est à 61 947 pour être très précis, ce qui fait en gros aller entre 12,5 et 13%. Ce qui est plutôt une très belle performance sur un marché qui, je le rappelle, lui fait moins 22%. Je reçois quand même pas mal d'emails de personnes qui malheureusement n'ont pas ce niveau de performance et comme je vous l'ai expliqué, rien de magique, simplement voilà, les options ça permet de gagner quand ça monte, de gagner quand ça stagne et de gagner quand ça baisse. Donc plutôt satisfait des options et j'espère qu'un jour vous y viendrez, ça vous évitera effectivement de perdre beaucoup d'argent. Alors si je reviens sur le marché, donc vendredi a été une très belle journée. Ce qui nous a permis notamment de clôturer un trade qui se présentait plutôt pas très bien, pour être franc avec vous. J'avais pris un put sur FCX, alors je vais vous expliquer pourquoi les options c'est magique, et pourquoi une fois que j'ai pris une position, je me fiche complètement du comportement de l'action pendant la période du contrat d'option. Donc j'avais engagé ici un put sur FCX avec un strike de 30, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que à la date d'échéance, donc de vendredi dernier, le prix de FCX soit au-dessus de 30 $. S'il était en dessous de 30 $, j'aurais été assigné, j'aurais dû acheter les actions au prix du marché en dessous de 30 $. Et vous voyez que, alors j'ai dû vendre à peu près, c'est d'être au mois de, il faudrait retrouver exactement, mais je pense que c'était autour du mois de juillet.
Donc l'action était autour des 40-45 $. Je vends tranquillement un put de 30 et bah, juste derrière, donc le marché, enfin le FCX s'effondre pour descendre ici à quasiment 25 $. Donc à ce moment précis, je perdais un peu plus de 700 $ sur ma position pour une prime qui était, si je vérifie, donc j'avais signé un contrat pour 176 $ de gain. Et au mois de juillet, je perdais bah, quasiment 7 à 800 $ pour différentes raisons, au niveau des Grecs, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, voilà, j'étais perdant d'à peu près 700 $ sur ma position. Et puis donc le marché, enfin FCX est remonté un peu, est remonté autour des 32 $, donc là j'étais en positif. On est reparti à la baisse, donc là on était redescendu autour des 26 $, donc là j'ai reperdé encore entre 4 et 500 $. Et puis, bon, ça ne me dérangeait pas de me faire assigner sur FCX, mais en regardant notamment l'option pain que vous a présenté Philippe la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus exactement, non, la semaine dernière, pardon, ben, je voyais bien que les 30 $ allaient être une zone qui allait être bataillée, donc j'avais pas spécialement de crainte d'être au-dessus des 30 $, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque vendredi, dans un sursaut, donc jeudi, on a déjà une petite alerte. Et puis bah, vendredi, super augmentation de FCX qui a augmenté de quasiment 10%, 9,99. Et là, donc, on a explosé la barre des 30 $. Et donc, j'ai fini avec un gain net de 176,37 $. Je n'ai pas été assigné. Donc, ça vous prouve que entre le moment où vous prenez la position option et le moment donc de la date d'échéance, peu importe le comportement de l'action, l'action peut descendre, elle peut monter, elle peut descendre très largement en dessous du strike, monter très largement au-dessus. C'est pas mon problème. Moi, simplement, ce que je veux, c'est que la date d'échéance, le prix soit au-dessus de mon strike. Et donc là, on a l'exemple parfait que ça marche. Voilà. Donc, alors, il n'y a rien de magique. Bien sûr, on a des stratégies pour ça. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, vraiment, vendredi, j'ai vraiment apprécié la journée. Quand j'ai vu FCX qui démarrait plutôt en trombe et tout au long de la journée, si on passe en 1 heure, vous allez voir un peu. Voilà, c'est assez sympa. Donc, on démarre à peu près ici. Donc, c'était jeudi. Vendredi, on était là. Vendredi, on démarre ici, la super bougie, donc là on pump bien sur la deuxième heure, et on monte, et on finit à 32,04 $. Je ne suis pas assigné, mon contrat écoutez, disparaît du marché, et je pense que je vais en reprendre un autre. Voilà, donc je vais rouler ma position pour aller rechercher une prime supplémentaire. Donc voilà comment ça se passe avec les options. Alors, pour en revenir au niveau du marché, vous voyez que pour l'instant, nous sommes toujours dans une configuration plutôt baissière, puisque les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas, et vous voyez que quand ça part comme ça en haut à gauche et que ça finit en bas à droite, c'est que le marché descend. Je vous apprends rien. Vous voyez ici également que les moyennes mobiles sont plutôt orientées à la baisse. On a ici la 200, la 50 et la 10 qui sont l'une en dessous de l'autre. Nous sommes donc sur un balayage baissier. On a ici donc un grand canal voilà, baissier qui s'ouvre, et on a ici une zone médiane, voilà, une zone intermédiaire, mais qui sert, vous voyez, de résistance. Et pour l'instant, voilà, on est sur cette zone ici. Donc, que va-t-il se passer lundi? Est-ce que cette zone médiane va servir de résistance et on va repartir à la baisse? En sachant que, bon, je suis plutôt confiant sur la fin de l'année, sur plutôt une hausse, donc on pourrait, pourquoi pas, aller rechercher les 4000 points. Ça serait, voilà, ça serait ce que j'espérerais. Maintenant, c'est pas moi qui vais décider pour le marché. Si on devait par contre buter ici sur cette zone des 3700, 3800, on pourrait repartir à la baisse avec comme objectif les 3500, une zone ici qui a été pas mal bataillée, et notamment ici le 13 octobre. Alors, les plus pessimistes voient aujourd'hui une baisse qui pourrait aller vers les 3002, voire les 3000, ce qui représenterait encore une baisse de 20% par rapport au cours actuel, en sachant que on a déjà perdu 22%, ce qui ferait une baisse totale, si je prends ici, d'à peu près 37 à 38%. Ça serait quand même une grosse correction. Alors, que peut-on faire dans ces marchés? Écoutez, nous, ces marchés aujourd'hui, je dis pas qu'on s'amuse, mais en tout cas, on se régale. Parce qu'avec un VIX qui est relativement élevé comme ça, on prend des grosses primes. Alors, on ne prend pas des grosses primes n'importe comment. Il y a une façon de trader, il y a des moments pour trader. On ne va pas sur n'importe quel sous-jacent, sur n'importe quel secteur. C'est ce qu'on apprend notamment pendant la formation. Et on vous montre comment choisir les secteurs, comment choisir les sous-jacents,
pour lesquels on va récupérer des primes relativement importantes en prenant un minimum de risque, puisque je vous rappelle qu'en bourse, la seule chose que vous maîtrisez, c'est le risque. Après, que l'action monte, descende ou stagne, ça on ne sait pas trop. Mais par contre, quand je prends une position, je connais mon risque avant de prendre la position. Et c'est vraiment la chose que vous devez retenir. La seule chose que l'on maîtrise en bourse, c'est le risque. Donc avec un VIX aujourd'hui autour des 30, donc on a repris des positions ici autour des 32-34, donc avec pareil donc des primes relativement sympathiques. Quand le VIX descend ici et que les actions remontent bien, ouais, tout est dans le vert ici, vous voyez, là on a tout dans le vert, à part le pétrole qui a un peu baissé. Mais là on est sur les futurs. Vous voyez qu'ici, quand on a une baisse du VIX et puis une remontée des actions, et là le portefeuille repart à la hausse, et ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher quasiment plus 12,5, plus 13% sur le portefeuille option qui avait été ouvert pour le moment de la formation. Alors au niveau donc du Dow Jones, bon, on va pas, c'est surtout le S&P 500 qu'on regarde. Donc la même configuration, donc toujours les moyennes mobiles à la baisse. Là clairement ça se suit. Au niveau du S&P 500, là par contre, la baisse est quand même beaucoup plus significative puisque nous sommes aujourd'hui, malgré un petit rebond sympathique, on est toujours à moins 32% par rapport au plus haut du mois de janvier. Donc une grosse baisse. Donc est-ce qu'il faut aller, j'ai parfois la question, on me demande est-ce qu'il faut aller sur le domaine technologique puisque certaines valeurs technologiques ont perdu jusqu'à 90%. Je pense à des boîtes comme Peloton notamment. On a des boîtes comme Zoom, Shopify, enfin on a des grosses valeurs qui ont perdu 40, 60, 80, voire 90%. Est-ce que c'est le moment d'aller dessus ? À titre personnel, je n'y mets pas les mains, puisque dans les périodes de récession, les valeurs de croissance ne sont pas à la fête. On est plutôt, on cherche plutôt à se débarrasser de ces valeurs. Je pense qu'il y aura des affaires à faire sur la techno, puisque la techno, on en a besoin. C'est clairement, c'est l'avenir. Maintenant, rentrer maintenant sur la techno, je pense qu'il y aura de meilleures affaires dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, encore un peu tôt en ce qui me concerne pour le domaine technologique. On y reviendra juste après par l'analyse des secteurs. Donc QQQ, donc toujours une baisse relativement importante. Là par contre, la chose qui peut être un peu sympathique, c'est que cette ligne médiane ici a servi de résistance et maintenant sert de support. Donc à voir si on repart sur un rallye de fin d'année. Est-ce qu'on pourrait pas ici retourner autour des 308-310 $, qui serait une zone convergente entre ici la 200 jours et donc la résistance du canal baissier à voir. Au niveau du Russell 2000, on est actuellement sur une baisse de plus de 30%, donc grosse baisse sur le Russell 2000, pardon. Ici, donc pareil, même configuration, enfin je vais pas vous le refaire à chaque fois. Vous voyez bien que ça descend sur quasiment tout, enfin sur tous les secteurs. Excusez-moi, je bafouille. Il est un petit peu tard, il est 9 h du soir pour moi et j'ai aussi fait ma journée, donc je suis un petit peu fatigué. Veuillez m'en excuser. Au niveau de l'or, puisque il apparaîtrait que l'or pourrait devenir un actif sur lequel on pourrait avoir quelques gains. Pour l'instant, on est toujours dans une configuration baissière, vous voyez bien baissière. On a maintenant la 200 jours qui repart également à la baisse. Donc encore un petit peu tôt pour aller sur l'or. Il y aura des points d'entrée sur l'or, mais à mon avis, c'est encore un petit peu tôt. Au niveau du SLV, pareil, configuration baissière. Par contre, là, ce qui m'intéresse bien, c'est que la zone des 17, je vais passer en weekly. Voilà, c'est que la zone des 17 est une zone qui est connue, qui est bataillée. Ici, vous voyez, en 2009, ça a servi donc... Alors, on n'est pas à 1 $ près, hein, entre 17 et 18. Ça a servi ici de zone de travail, support, résistance. 2010, pareil. 2015, pareil. Ouais, cette zone des 17 est quand même une zone qui est bataillée, qui est connue, qui est une zone psychologique. On est en train ici depuis maintenant le mois de juillet, donc ça fait maintenant 3 mois, où on bataille sur cette zone. Vous voyez, on est sur les 17, on monte autour des 19 et puis on revient tester les 17. Donc à surveiller, je serai à mon avis plus réactif sur l'argent que sur l'or si ça devait se retourner. Je vais repasser en daily pour les autres secteurs. Je vous propose maintenant d'aller voir les différents secteurs. Alors avant, on va aller faire un petit tour. Voilà, ça c'est Philippe qui vous le montre souvent, et moi je le regarde bien sûr, puisque c'est super intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit sur 3 mois? On voit que, en numéro 1, on a l'énergie, avec quasiment plus 22%, oui, on est quasiment 22% sur l'énergie sur les 3 derniers mois. Je vous rappelle qu'on est sur l'énergie depuis maintenant 2 ans, et qu'on vend des contrats put sur l'énergie, et que tous les mois, on prend des primes sur l'énergie, et on continue, puisque je pense qu'il y a encore de beaux jours pour l'énergie.
On arrive en hiver, vous connaissez les problèmes géopolitiques actuellement. Ça risque effectivement le col roulé risque de ne pas suffire cet hiver. Alors moi à Phoenix, je vous rassure, j'ai pas trop de problèmes. Je vous plains franchement et je suis heureux d'être à Phoenix pour ces soucis-là qui vont malheureusement vous tomber dessus. Mais vous voyez que sur l'énergie, en termes de trading, je continue à être haussier sur l'énergie. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a entre les -2 et les -3, donc ça bataille pas mal. Ici, on a en rose, on a les financials. On a ensuite en bleu l'industrie qui se débrouille pas si mal que ça. Je suis assez surpris. Je pensais que l'industrie sous-performerait davantage, mais bon, voilà. Sur 3 mois, elle tire son épingle du jeu, -2% uniquement. En dessous, on a le healthcare qui est plutôt, si vous regardez la roue sectorielle, le secteur qui arrive après l'énergie. Donc, c'est ce qu'on a vu également pendant la formation. On apprend à reconnaître les cycles économiques et les cycles boursiers, puisqu'il y a une différence. Les cycles boursiers sont toujours en avance par rapport au cycle économique d'environ 6, 9, voire 12 mois, ce qui nous permet de déterminer, pas de prévoir, mais de pressentir quels sont les secteurs qui surperformeront dans les mois à venir, ce qui nous permet ensuite de prendre des positions sur les contrats d'options. Donc l'healthcare est plutôt bien placé, et puis ensuite bien sûr après on a les consumer staples, les valeurs défensives, et on a également donc les utilities, donc tout ça se tient entre -2 et -4%, mais vous voyez que le grand vainqueur depuis 3 mois, et si je prends également les 6 derniers mois, vous voyez que c'est encore l'énergie avec plus 14%. Si on passe sur une année, qu'est-ce qui se passe? Donc year to date, donc c'est depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, l'énergie plus 60%. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on vend des puts sur un secteur qui fait plus 60%, on est plutôt tranquille, on est vraiment sans stress. Voilà, alors je vais revenir sur les secteurs. Alors XLV, le domaine du healthcare. Alors comme je viens de vous le dire, c'est un secteur qui, au niveau de la roue sectorielle, se place plutôt bien. Après le domaine énergétique qui pousse très fort. Donc on va surveiller le domaine énergétique et puis quand le domaine énergétique commencera à baisser, normalement on devrait voir les valeurs telles que XLV, XLP, XLU qui vont prendre le dessus. Alors pour l'instant c'est pas le cas. On est en train de batailler la zone des 125-126 qui est une ligne ici de résistance qui devient support. Donc là on l'a un peu cassé. On a une zone ici également de support autour des 118-120 qui a été testée à 2 reprises. Pour l'instant. Alors, pas de prise de position. Si, excusez-moi, on a pris quelques positions sur MRK et sur Pfizer notamment. Il y a encore des contrats qui courent. Vu que au niveau de la roue sectorielle, on est plutôt bien placé, c'est un secteur qui ne va pas dégringoler comme les technologies. Donc, on peut prendre des positions sur des secteurs qui ne surperforment pas, mais qui ne baissent pas trop non plus, puisque je vous rappelle que l'objectif quand on vend des contrats d'options, notamment des puts, c'est que le prix du sous-jacent soit au-dessus du strike à la date d'échéance. Et si vous avez un secteur qui ne baisse pas trop, eh ben vous mettez quand même les probabilités de votre côté. Au niveau du secteur des consumer staples, donc là, belle baisse, puisque donc depuis les plus hauts ici du mois d'août, on a quand même perdu ici, donc on a fait un plus bas à -15% quasiment, et actuellement on est à -10%. Alors les consumer staples, c'est les fameuses couches culottes de Philippe, c'est tout ce qui est les shampoings, Colgate Palmolive, Coca-Cola en fait partie. J'ai toujours des contrats aujourd'hui sur Coca-Cola, donc des crédits de put spread. Voilà, bon ça se maintient, je suis un peu en perte en ce moment, mais bon j'ai encore du temps, je suis encore très largement hors de la monnaie, ce qu'on appelle OTM, donc c'est juste aujourd'hui le VIX qui me met un petit peu en défaut sur la valeur nette du contrat à l'instant T, mais je n'ai pas de souci sur la réussite de ces crédits de put spread. Donc XLP, donc zone défensive ici au niveau des 68. Donc voilà, donc on va regarder pour prendre quelques positions, alors peut-être pas des ventes de put, mais plutôt des crédits de put spread, je pense, sur quelques valeurs qui composent XLP. Au niveau des utilities, donc la grosse baisse relativement importante, malgré effectivement qu'il y ait pas mal de sociétés qui distribuent de l'énergie, alors que l'énergie est en hausse, vous voyez que entre les plus hauts, pareil donc du mois de début mi-septembre, mi-septembre, donc autour du 13 septembre, on a perdu 20%. Voilà. Alors j'ai qu'une seule position sur le domaine donc des utilities. Et écoutez, pour l'instant, même avec une baisse de 20%, vu que la valeur sur laquelle j'ai pris un contrat d'option
Superform XLU, c'est également ce qu'on cherche. Pour l'instant, je suis plutôt en bonne position sur cette valeur et ça se passe plutôt bien malgré une baisse de 20%. Ouais, donc même avec des baisses de 20%, on arrive quand même à être gagnant avec les options. Alors le domaine financier. Alors, le domaine financier nous a fait un joli rebond. Écoutez, ça tombe bien puisque nous avons toujours un portefeuille de valeurs suite à des assignations que nous avons eues au mois de mars. Donc notamment sur Morgan Stanley et Bank of America. Écoutez, c'est pas bien grave, on revend des puts, on revend des calls, enfin des covered calls, donc on fait des short strangle, covered call, stratégie qu'on a également appris pendant la formation. Donc ce qui nous permet notamment de réduire le coût d'acquisition de nos options avec de la vente de call et de la vente de put. Et puis pour l'instant, voilà, on a fait un superbe ici recovery le 13 octobre. Pour l'instant, j'ai un prix d'assignation autour des $36. On est à $32. Donc là, sur cette position, je perds $400 puisque j'ai 100 actions en portefeuille. Mais j'ai déjà récupéré une partie de cette perte avec la vente de contrats put et la vente de contrats call depuis maintenant presque 6 mois. Donc il faudrait que je fasse le calcul, mais à mon avis, si je cumule les primes que j'ai perçues depuis le mois de mars, je pense qu'ici, j'ai largement comblé les $400 de perte latente que j'ai aujourd'hui. Donc vous voyez que même en étant perdant, on est gagnant avec les options. XLK. Alors XLK, donc c'est le secteur qui baisse le plus. On est à 30% de baisse, on est descendu jusqu'à moins 36% de baisse. Pareil, grosse journée, donc c'était le 13. Donc c'était le jeudi 13, très grosse journée, très grosse hausse ici. On voyait bien que là, on continue de pousser. On a malheureusement ici toutes les moyennes mobiles qui sont à la baisse. On va arriver sur cette zone ici de cette ligne de tendance résistance. Je vais enlever ça, voilà, ligne de résistance ici. On a la 50 qui repart bien à la baisse, donc peut-être petit sursaut. Si on a un rallye de fin d'année, on pourrait, pourquoi pas, aller rechercher peut-être les 140 pour les titiller ici, là, 200 jours. Mais à mon avis, c'est pas le moment d'aller jouer des positions sur XLK. D'ailleurs, je n'ai absolument aucune position sur XLK. La seule position que j'ai, c'est Uber. Non, je crois que j'ai soldé mon contrat. Ouais, non, j'ai soldé Uber avec un joli gain puisque donc j'ai fait un credit call spread, c'est-à-dire que j'ai joué la baisse avec une stratégie protégée. Je l'avais également posté sur Facebook. Oui, je vous l'avais donné. Sur Facebook, j'avais donné la position. On peut, si vous avez 30 secondes, hop, on va aller voir ensemble. Je crois que vous avez donné la position. On va retourner. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. C'est pas agréable à regarder. Voilà, écoutez, voilà. Donc, c'était le 11 octobre. Le jour de la formation. Je vous m'étais expliqué, enseigner c'est bien, montrer c'est mieux. Donc, j'avais fait un credit call spread sur Uber. Et en 8 jours, donc j'ai gagné 50%, j'ai préféré clôturer ma position. Mais écoutez, j'ai bien fait, puisqu'on voit que juste après, si on prend le cours d'Uber ici, hop, si je prends Uber, donc c'était le 11, donc le 11 on est ici. Donc là, je clôture ma position. Donc là, pourquoi je clôture ma position? Gros gap baissier, grosse perte de valeur. Donc là, je prends un maximum de primes. Et puis, je décide de clôturer ici ma position. Donc ça s'est fait, je l'ai fait en direct pendant le séminaire, et puis bien m'en a pris, puisque vous voyez qu'après Uber repart ici à la hausse, donc j'aurais pas fait 50%, donc j'ai préféré assurer ma position, j'ai pris 50%, en une semaine j'ai trouvé que c'était plutôt une belle performance, donc j'ai clôturé avec un joli gain. Alors je vais revenir sur XLK, voilà, donc pour l'instant XLK, à part des positions en short que je reprendrai si on va rechercher un petit peu ici de performance à la hausse, comme je pense que 2023 va être assez secoué, si on va rechercher des résistances, je reshorterai des positions avec notamment des credit call spread. Le domaine des materials, toujours également pas à la fête. Ici, donc toujours dans son canal baissier, donc avec une belle bougie vendredi, tous les marchés ont surperformé, on a pris 3,46%. C'est quasiment, je regarde ici, écoutez, c'est la plus hausse forte donc parmi les secteurs, donc avec 3,46%, donc superbe hausse sur le domaine des materials.
Maintenant, clairement, c'est pas pour ça que je vais la mettre des billes dans les materials. Si je devais aller shorter, si je devais aller trader les materials, je ferais comme je l'ai fait pour Uber. J'irais chercher des valeurs qui sont pas super bien et j'irais donc shorter ces valeurs avec donc des crédits de call spread notamment. Et pourquoi pas des achats de put, mais je préfère les crédits de call spread puisque quand je fais un crédit de call spread, je suis payé pour ça, alors que quand j'achète un put, c'est moi qui paye. Et honnêtement, je préfère quand l'argent rentre dans mon portefeuille plutôt que de le sortir. Alors, X et Y, les Consumer Discretionary, là on arrive sur une zone de résistance. Alors, on pourrait aussi, pourquoi pas, mettre la résistance ici. Bon, voilà, je l'ai mise ici. Vous voyez, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Chacun détermine des zones de résistance un peu différentes. On a bien sûr toutes les moyennes mobiles à la baisse, etc. On a fait plus quasiment 3% ce vendredi. Mais là, pareil, pour l'instant, je n'irai pas mettre de billes dans ces secteurs. Il y a vraiment d'autres secteurs où on peut aller chercher de la performance, donc pourquoi aller s'embêter dans des secteurs qui n'en délivrent pas. Donc l'industrie, on a vu tout à l'heure que sur 3 mois, c'était... sur 3 mois, on était pas mal. Donc je vais revenir ici sur 3 mois. Hop, past 3 months. Alors l'industrie était en 3e position avec un moins 2%. Donc voilà, plutôt une performance honorable pour le domaine industriel. Qui subit également la récession. Mais voilà, donc même stratégie que pour les autres secteurs en baisse, je n'irai pas chercher de performance dans XLI. XLE, voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi voulez-vous aller tenter le diable sur des secteurs qui perdent 15, 20, 30%, alors que vous avez aujourd'hui un secteur qui vous délivre de la performance. Alors effectivement, on a fait ici une baisse importante entre le plus haut du mois de juin et ici le plus bas donc du mois de juillet. On a perdu quasiment 30% en ligne droite sur quasiment 6 semaines, donc une baisse relativement importante. Avec les options, vu qu'on prend des contrats sur entre 4 semaines, 3 mois, 6 mois, etc., qu'est-ce que j'en ai à faire que le marché baisse de 20% en 6 semaines quand j'ai des contrats à 3 mois? Franchement, parce que on peut voir que si j'avais pris un contrat, même au plus haut ici au mois de juin, et j'avais pris un contrat sur 3 mois, donc juin, juillet, alors on va dire fin août, fin août, en fin de compte, le secteur n'avait perdu que 8%. Voilà, donc peu importe l'avis de l'action, du support pendant la durée du contrat, moi, ce qui m'intéresse, c'est que à la fin du contrat, je sois au-dessus du prix du sous-jacent et ça paye. Voilà, donc vous voyez que le comportement de l'action ou du secteur, je m'en contrefous pendant la durée du contrat. Alors, je sais que je suis un petit peu disruptif quand je parle comme ça, mais c'est vraiment la réalité. J'espère qu'un jour vous connaîtrez ça. Vous verrez que c'est quand même nettement plus confortable de trader comme ça que de voir ces valeurs perdre 30, 40, 50, voire 80, voire 90% pour certaines actions, notamment au domaine technologique. Alors là, au niveau de l'énergie, écoutez, ça se passe super bien. Pourquoi j'irais m'embêter à aller sur d'autres secteurs? Je vais continuer aujourd'hui à vendre des puts sur le domaine énergétique. Alors je vais bien sûr manager mon risque puisqu'on est sur des plus hauts. Donc je vais manager mon risque, je vais prendre des positions que je vais trouver plutôt sécurisantes. Je vais regarder donc le VIX, voilà, plein de choses. Et puis une fois que j'aurai respecté ma procédure, je vais lancer des contrats et je vais continuer pour l'instant à rester sur le domaine énergétique. XHB, alors donc là c'est pareil, j'avais remonté un crédit de call spread, donc là j'avais joué la baisse, pareil, qui s'était très bien passé. J'avais joué quasiment ici autour des 59 et on avait dû prendre, je sais plus, un 63, 68, un truc comme ça je crois sur le crédit de call spread. Et puis voilà, ça s'est ici vautré lamentablement, donc j'ai pris pareil, je crois que j'ai dû prendre 50 ou 60% de gains. Je suis sorti de ma position en très peu de temps et puis je vais recommencer quand ça remontera. Donc là, si on retourne autour des 59 $ sur le XHB, je pense que je retenterai un crédit de call spread. Je tiendrai informé bien sûr les membres du Discord, puisque sur le Discord je pose absolument toutes mes positions en direct. Donc dès que je mets une position, dès que la position est déclenchée sur ma plateforme de trading, donc Interactive Brokers notamment, je mets immédiatement donc mon trade en direct pour que les membres de la formation puissent voir comment je trade, savoir si je respecte bien ce que j'enseigne, puisqu'enseigner des choses c'est bien, mais il faut aussi les appliquer. Et là, vous voyez que j'applique ce que je vous enseigne, donc il n'y a pas de raison que vous fassiez moins bien que moi.
Au niveau donc d'un secteur, on va aller voir ici donc le domaine du retail. Alors le retail se défend pas trop mal. Je suis assez surpris du domaine du retail malgré le fait que les prix augmentent beaucoup. On parle de récession. Vous voyez que là, la zone ici des 58, 57, 58 est une zone qui résiste bien depuis maintenant le mois de mars, non, depuis le mois de mai, pardon. Ici, donc voilà, on est revenu ici titiller la 200, ça a joué, vous voyez ici, jolie zone de résistance, on est reparti à la baisse. Mais vous voyez que sur cette zone des 57-58, ça bataille sévèrement. Alors, j'ai mis ici une alerte. Vous voyez, j'ai mis une alerte ici à 55,19. Alors bon, c'est approximatif, hein, on n'est pas à un cent près. Mais clairement, vu que comment ça bataille ici, si le marché ne devait pas faire un rallye de fin d'année et devait continuer à baisser pour aller chercher notamment les 3002 ou les 3000 sur le S&P 500, là, clairement, dès que on dépasse les 55-50 ou les 55, là, clairement, je vais shorter XRT. Alors, ça sera voilà, peut-être des achats de put, mais ça sera sûrement, à mon avis, des crédits de call spread. Et là, je pense que je vais m'en donner à cœur joie. Toujours, bien sûr, en respectant mon risque. Hein, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais ça fera partie des secteurs qui, à mon avis, délivreront de la performance assez rapidement, ce qui me permettra de sortir très rapidement de ma position avec un objectif de gain que je me fixe, voilà, qui situe entre entre 50 et 60, voire 70% quand vraiment ça descend très fortement et que ça me délivre de la performance très rapidement. Mais globalement, quand je suis entre 50 et 60%, je sors de ma position, je récupère de la marge et je recommence sur un autre sous-jacent. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? SMH, les semi-conducteurs, vous savez que c'est un secteur que l'on suit avec Philippe. Pour l'instant, il ne délivre pas beaucoup de performance puisqu'on est quand même à moins 42% depuis les plus hauts du mois de janvier. Un secteur qui est vraiment mis à mal. Pourtant, on a besoin de semi-conducteurs. C'est vraiment... voilà, c'est quelque part incompréhensible en ce qui me concerne, puisqu'on a quand même besoin des semi-conducteurs, mais voilà, c'est un secteur qui est vraiment laminé, moins 42%. J'ai pas dessiné ici le canal baissier, mais bon, vous l'avez deviné, voilà, on pourrait faire un truc comme ça à peu près, voilà, c'est juste pour vous donner une tendance. Hop, je clone ici, vous voyez, voilà, c'est un beau canal. On est toujours sur une tendance quand même ultra baissière, moins 42%. Si on regarde les supports, les résistances qu'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir ici qui pourrait être intéressant? Là, on a comblé un gap ici, enfin il avait déjà été comblé auparavant. On a une zone ici autour des 162, on est à 186. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une zone autour des 153, donc malheureusement, il y a encore un potentiel de baisse relativement important sur SMH. Ça pourrait notamment faire partie des secteurs que je pourrais shorter avec des crédits de call spread comme les autres. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut faire un tour du côté des valeurs qui sont sous la moyenne mobile des 200 jours. Donc ici sur le Nasdaq 100, vous voyez qu'aujourd'hui nous avons que 16% des sociétés qui ont leur cours au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Ça veut dire que 85% sont en dessous, ce qui est plutôt un signal baissier, et c'est tout à fait logique puisque le marché est en baisse. Qu'est-ce qu'on a ici également? On a ici, donc sur le S&P 500 maintenant, vous voyez que pareil, là, quasiment 80% des sociétés ont leur cours sous la moyenne mobile 200, ce qui est tout à fait logique. On est quand même sur des niveaux très bas. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive autour des... bon là, on avait vraiment eu ici en en mars 2020, c'était tout à fait logique, puisque là, c'était l'effondrement total et très rapide. Mais vous voyez que quand on est autour des 10, souvent, ça a tendance à rebondir. Donc là, pour l'instant, on rebondit, mais la tendance est franchement baissière. Donc, rebond à court terme, oui, je suis plutôt optimiste pour la fin de l'année, pour les 2 mois qui nous restent à faire, ou au moins le mois et demi, puisque souvent décembre est un peu coupé en deux avec les fêtes. Mais je pense que voilà, sur les 6-7 semaines qui nous restent de trading, on peut aller peut-être chercher un petit peu de performance, mais je vais commencer à être très prudent sur mes positions pour 2023. J'ai commencé à prendre quelques positions pour 2023 sur février et sur mars. Janvier, j'ai déjà clôturé pas mal de positions, donc on a déjà fait un joli petit gain sur janvier, et donc j'y vais vraiment tranquillement sur les positions en février-mars. Je vais attendre le marché, il sera toujours temps d'aller chercher des gains le moment venu.
Avec Philippe et José, on a prévu de vous faire un webinaire le troisième vendredi du mois de novembre, justement sur donc la date d'échéance, donc la date d'expiration du mois de novembre. On va vous proposer quelques petits trucs un peu sympas, ça va changer des analyses classiques que l'on vous propose en général. On va essayer d'innover un petit peu pour vous montrer comment on trade et l'importance des dates d'échéance. Et voilà, je fais un peu de teasing, je n'en dis pas plus, mais on va prévoir quelque chose de sympa. Donc réservez votre vendredi, donc le troisième vendredi du mois de novembre. Ça sera, pour être précis, je l'ai ici, excusez-moi, voilà, je l'ai ici, ça sera le 18 novembre. On va essayer de vous faire un truc super sympa pour encore vous faire progresser dans les options. J'en ai terminé pour cette analyse donc de cette semaine. Soyez quand même très très prudents sur les marchés comme d'habitude, même si là voilà, je suis un peu optimiste quand même pour la fin de l'année, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et donc de rechuter pour aller rechercher les zones que je vous ai données tout à l'heure sur le S&P 500. Sur ce, trade safe, bonne semaine, ciao, bye bye.